Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, 8h30, 9h, l'invité politique, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député Rassemblement National de la Somme. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Merci Projet de loi immigration, nous attendons maintenant la commission mixte paritaire en fin d'après-midi. 7 députés, 7 sénateurs. Si un texte commun est proposé au vote demain, voterez-vous contre quel que soit le texte ? Bah non, ça dépend du texte. Mais en tout cas, évidemment, on vote sur un texte. On vote pas sur une posture politique, ça n'a aucun intérêt. Mais visiblement, j'ai encore suivi les échanges qu'il y a eu hier à Matignon, parce que c'est quand même une drôle de démocratie. Vous avez les réunions qui comptent à Matignon et pas au Parlement, bref. Vous ne voulez pas de débat ? Mais si on veut un débat, mais vous avez voté une motion de rejet. Comment voulez-vous qu'on discute à l'Assemblée ? Écoutez, moi ça m'étonne de vous que vous recycliez. Mais oui, les éléments de langage du gouvernement. Non, mais en général, je ne recycle rien du tout. Mais on rejette mes propres éléments de langage. Écoutez, alors je vais vous répondre. Les motions de rejet, c'est pas rejeter le débat. Ça n'a jamais existé dans la Constitution ou dans le règlement de l'Assemblée. C'est le fait qu'on n'est pas d'accord avec la loi telle qu'elle arrive, et ça de remplacer. Non, mais c'est intéressant. Ça remplaçait avant ce qu'on appelait le renvoi en commission. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un texte n'était pas assez bon pour passer en séance, et donc il fallait le renvoyer en séance, parce que on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour blablater. Non mais le Parlement, c'est pas un théâtre où chacun donne sa position en sachant très bien qu'elle va pas en sachant qu'elle va pas aboutir. Non, le Parlement c'est sérieux, c'est vous discutez un texte quand il y a une espérance d'arriver à un accord. À partir du moment où les positions de la commission des lois macronistes avaient annulé toutes les dispositions du Sénat et on allait vers une espèce de bouillie, il était normal de pas faire croire qu'on allait parler pour parler. Donc on a dit stop, et moi je me félicite d'ailleurs que le Parlement l'ait fait pour réaffirmer son pouvoir. Parce que il faut remarquer, ça fait quand même 18 mois qu'on est baladé de 49.3 à 49.3. Bien, il y a cette commission mixte paritaire, nous verrons le texte qui en sortira. Je voudrais regarder un peu où en sont les discussions actuellement. Alors, premier point, l'AME, elle sera sortie du texte. Un projet de loi sera rapidement présenté. Oublions l'AME. L'expulsion facilitée des étrangers criminels ou délinquants. Là, apparemment, c'est dans le texte. Vous votez contre ? Non, mais ça, pour le coup, ça fait partie des mesures que Marine Le Pen avait appelées, des petites mesures administratives. On va les voter. Enfin, vous savez, il y aura encore de l'espace entre la lèvre et le verre, la coupe au bol, pour arriver à la solution. Parce qu'une loi est votée, qu'elle est appliquée. C'est quand même aussi la leçon des 50 dernières années. Alors là, vous en êtes déjà. C'est pas parce que la loi est votée qu'elle est appliquée. Moi, je voudrais regarder la loi. Très bien. On va parler à l'application de la loi, puisque, comme vous le dites, elle n'a pas été votée. D'échéance de nationalité pour les binationaux, auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. Là, vous êtes pour ? Oui. Bon. Le droit du sol, fin de l'automaticité pour les mineurs qui ont commis des crimes. Oui. Oui. Tout ça, c'est le programme de Marine Le Pen. Oui, mais d'accord, mais vous votez donc. Interdiction de l'enfermement des mineurs dans les centres de rétention. Là, vous ne votez pas, j'imagine. Oui ou non ? Ça dépend les modalités, mais la priorité c'est d'expulser évidemment les adultes. Mais il faut graver dans le marbre une nouvelle limitation en soi, non. Bon, caution pour les étudiants étrangers d'où qu'ils viennent. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, bien sûr. Une fois plus, tout ça, c'est le programme de Marine Le Pen. Donc, donc vous êtes d'accord avec le texte ? Mais non, parce qu'il y a un chantage dans ce texte. Ce qui fait qu'on le... Mais si, il y a un chantage, M. Bourdin, dans ce texte, c'est que pour accepter les mesures de durcissement, il faudrait accepter la création d'une nouvelle filière d'immigration légale. Je vais y venir. Qui consiste à régulariser les clandestins. Je vais y venir. Oui, mais il n'y a pas de nécessité, M. Bourdin, pour durcir un texte, il n'y a pas de nécessité de créer une nouvelle filière d'immigration. Ça, c'est le mensonge du gouvernement. Ce que je veux souligner, c'est votre posture. Mais c'est pas une posture. Qui m'intéresse, mais si. C'est une non, posture parce qu'on est contre la régularisation des clandestins. Bon, faut-il priver d'allocation familiale ou d'APL les étrangers en situation régulière qui paient des impôts et cotisent ? Oui ou non ? Mais oui, mais... Qu'est-ce que je veux dire par là, Monsieur Bourdin ? C'est que vous pouvez faire la litanie des bonnes mesures. Mais si, c'est ce que vous faites. Littéralement, c'est la litanie des bonnes mesures. C'est pas les bonnes mesures, ce sont les mesures principales du texte. Non, c'est pas la mesure principale du texte, vous le savez très bien. Le texte est né sur cette volonté de régulariser les clandestins. Et après, Monsieur Darmanin, dans les 18 mois d'arlésienne de sa loi, parce qu'on a l'impression qu'elle est sortie il y a 2 mois, qu'on écoute Monsieur Darmanin, qu'il a pris cette loi pour lutter contre les tragédies. Mais c'est du concret, Monsieur Bourdin. C'est que vous êtes
constamment sur la posture. Je vous pose des questions concrètes. Vous me dites oui. Donc ça vous convient. Mais très bien. Alors on passe à autre chose. On a toujours dit que ça nous convenait, ce sont nos mesures. Ce sont vos mesures. Il n'y a très pas bien, de raison, Monsieur Bourdin. Si je veux faire un accord avec vous, que je vous disais 5 choses agréables à entendre à vos oreilles, mais qu'ensuite je vous donnais une ligne rouge, vous n'accepteriez pas les 5 choses d'avant. Tous les Français le savent. Si je vous fais un contrat de travail où je vous dis, écoute, tu vas travailler 35 heures, tu vas avoir un beau bureau, mais par contre tu partiras plus jamais en vacances. Bon, et ben vous accepterez pas le contrat de travail. Donc ce que fait Monsieur Bourdin, Monsieur Darmanin, c'est mettre quelques mesures sur lesquelles on est d'accord, que les Français entendent dans les médias et se disent c'est pas si mal, pour cacher la plus grande filière de régularisation depuis de certains, le regroupement familial. Vous vouliez en parler, la régularisation de certains sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Le préfet aura le dernier mot. Ça vous convient ou pas? Mais c'est déjà ce qui existe aujourd'hui. Ça s'appelle la circulaire. Oui, à quelques. C'est pas tout à fait le même fonctionnement aujourd'hui. Vous le savez bien. Oui, il y a ce qu'on appelle la circulaire Valls, c'est pas du tout pareil. qui permet, d'ailleurs, on pourrait l'appeler plutôt la circulaire Hollande, parce que ça donne un semblant de durcissement à cette circulaire, qui permet de régulariser les clandestins qui travaillent. Or, si vous faites cela, vous donnez une prime à des personnes qui n'ont pas respecté la loi pour rentrer sur notre territoire et ou pour se maintenir sur notre territoire de façon illégale, et le fait de travailler n'est pas une raison pour enfreindre la loi. Donc nous sommes en désaccord avec ça, et c'est le point central de toute cette affaire. Et d'ailleurs, le Sénat le sait très bien, parce que le Sénat avait prévu, pour cacher ce compromis, de sortir cette disposition et de donner tout pouvoir par une circulaire au gouvernement. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et c'est ce qu'on appelle aux lignes rouges. Ce qu'on appelle mais les préfets, c'est le gouvernement. Les préfets, c'est le gouvernement. Merci. Oui, bien sûr. Sauf que il y a des réalités qui s'imposent. Giorgia Meloni annonce qu'elle fera entrer 450 000 migrants en Italie d'ici 2025. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'immigration économique. Quel est le taux de chômage en Italie? Voilà, de tête, je ne sais pas, il est bien inférieur à celui de la France, même s'il y a des grosses difficultés. Non, il n'est pas inférieur du tout, c'est le même. Il y a des grosses difficultés d'insertion des jeunes qui vivent chez leurs parents. Mais la différence avec l'Italie... Oui. Parce que si on commence par là, l'Italie, c'est que l'Italie ne fait plus d'enfants, pas depuis 5 ans, mais depuis de très longues années, que le vieillissement de l'Italie, je crois même que l'Italie perd des habitants, ou est à la limite de perdre des habitants, sur la voie du Japon, estime qu'ils ont besoin d'immigrer pour combler ce déficit démographique. Ce n'est pas le cas de la France, qui, en dehors depuis les années Hollande, avait maintenu un taux de natalité acceptable. Donc nous n'avons pas la même situation démographique. Est-ce le cas de la Hongrie ? La Hongrie aussi est en crise démographique. Non seulement ils ont un taux de natalité qui est faible, même s'il a un peu remonté ces dernières années. Donc on a besoin des immigrés. Laissez-moi finir. Mais ils ont en plus une émigration, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qualifiés hongrois partent notamment en Allemagne pour travailler comme la Pologne. Donc ils ont une grave crise démographique. Mais Monsieur Bourdin, moi je ne suis pas... Le Japon là aussi, et le Japon ne fait pas le choix de l'immigration massive. Il y a un choix de société évidemment qui s'offre à nous, savoir si on choisit la solution de facilité qui consiste à faire entrer plusieurs centaines de milliers de personnes chez nous, ou si on consiste à réformer la société. Donc c'est la solution de facilité pour Giorgia Meloni. Oui, mais ça, on le dit d'ailleurs, contrairement aussi à ce qui a été dit, Marine Le Pen a toujours eu des doutes sérieux émis publiquement sur Madame Meloni, qui est une libérale conservatrice. Or, ce sont deux mots qui vont pas ensemble, donc c'est souvent mauvais signe. Le pouvoir d'achat, parce que c'est la préoccupation première des Français. Je vous remercie d'en parler. On est bien d'accord. Achat record ce week-end, plus 16% par rapport à l'année dernière. Je voudrais regarder les votes de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale depuis début décembre. Et on parle de pouvoir d'achat. Tiens, pourquoi n'a-t-elle pas voté la proposition encadrant les marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution ? Alors, je ne sais pas si Marine Le Pen était présente au moment du vote, mais si c'est une loi, la loi de la liste insoumise, moi je n'étais pas présent non plus, j'étais malade, si vous voulez tout savoir. Dommage, ce qui m'arrive. Oui, bon, enfin, je suis quand même, objectivement, les statistiques, je suis quand même pas partie des députés qui sont rarement là. Les marges des industries agroalimentaires, mais nous avons soutenu, et la grande distribution, je croyais que c'était. Oui, mais parce que nous avons, contrairement à ce que vous dites, je crois que notre groupe a soutenu cette mesure. En tout cas, Marine Le Pen n'a pas voté. Oui, mais on ne peut pas être présent partout, Monsieur Bourdin. Vous savez, il y a des textes tout le temps. C'était
c'était la niche des Insoumis. On est un des groupes les plus actifs, objectivement, c'est reconnu tous. Alors pourquoi n'a-t-elle pas voté la PPL, la proposition de loi, visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour les achats de produits alimentaires? Si, non seulement on l'a voté, mais on l'a demandé. Mais si vous ne pouvez pas confondre un groupe et une personne. Vous pouvez, en tant que personne, ne pas être présent. C'est votre leader. Non, mais d'accord, mais Monsieur Bourdin, excusez-moi, on ne peut pas faire de la démagogie comme ça. Madame Le Pen, elle est chef de l'opposition. Elle a des rendez-vous importants pour préparer l'alternance. Elle n'a pas voté contre l'ouverture à la concurrence. C'est trop facile de faire ça. C'est le groupe RN. Du réseau des bus de la RATP. Contre la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Contre la PPL visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales. Vous voulez que je vous donne tous les votes? Ou les non-votes? Mais Monsieur Bourdin, ce qui compte, c'est un groupe. Marine Le Pen, elle est à la tête d'un groupe parlementaire. Non, mais c'est trop facile de dire ça. Quand vous recevez Monsieur Roussel, pourtant il est jamais là, Monsieur Roussel. Je vous ai jamais entendu. Je ne le fais pas. Non, j'ai bien écouté la dernière fois. Non, Monsieur Roussel n'est jamais là. Monsieur Faure n'est jamais là. Et d'ailleurs, j'ai une sympathie pour Monsieur Roussel. Non, mais c'est parce que vous voulez faire croire à vos auditeurs que Madame Le Pen ne soutiendrait pas des mesures, alors que le groupe les a soutenues pour la quasi-totalité de celles que vous avez données. Et sur l'encadrement des marges, parce que maintenant je m'en souviens bien, parce que c'est pas non plus la loi du siècle, cette loi n'est pas passée parce que des personnalités de gauche étaient absentes, notamment Monsieur Roussel. D'ailleurs, je l'ai dit à Monsieur Roussel. Oui, vous l'avez dit, je me souviens, mais vous l'avez pas fait toute la litanie de ses absences, il n'est jamais là. Pourquoi n'a-t-elle pas voté la proposition de loi appelant à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 ? Mais le groupe a voté pour Monsieur Bourdin. Donc elle n'est pas là, quoi. Mais pas du tout. Faut voter. Mais écoutez, c'est incroyable ce que vous essayez de faire. Madame Le Pen est chef de l'opposition. Oui. Elle peut pas passer sa vie assise dans l'hémicycle comme d'autres députés. C'est le sens d'avoir un groupe parlementaire. Enfin, écoutez, là, excusez-moi, je trouve que cette attaque n'est vraiment pas correcte. Mais si, c'est pas correct parce que vous essayez de faire croire que Marine Le Pen, vous voulez faire croire que Marine Le Pen ne soutiendrait pas des mesures sur le pouvoir d'achat ou sur la dénonciation d'un accord avec l'Algérie qu'elle a toujours dénoncé. D'ailleurs, c'est elle, à la présidentielle, comme beaucoup de choses, qui a mis le débat. C'est ce qu'on appelle le travail parlementaire. Mais non, vous savez très bien comment ça se passe, le Parlement. Et ça, je suis désolé, moi je veux le dire. C'est trop facile de dire, vous n'avez été pas là. Le travail parlementaire, c'est pas juste être présent au moment d'un vote qui peut arriver à tout moment. Ça voudrait dire que Marine Le Pen, comme chef de l'opposition, devrait être présente dans l'hémicycle comme un député qui n'a pas d'autre fonction nationale, de 9h du matin à minuit tout le temps. Les votes sont annoncés 5 minutes avant. Non mais c'est important de dire aux ceux qui nous entendent, parce qu'on pourrait croire. Vous l'avez dit. Voilà. C'est pas aussi facile que ça. Pourquoi voter Jordan Bardella plutôt que Marion Maréchal le 9 juin aux Européennes? La liste est longue. Je pourrais moi aussi là vous faire la liste, la litanie des raisons pour lesquelles il faudrait voter pour Jordan Bardella. La première raison, c'est notre vision de l'Europe. La vision que porte Marion Maréchal, j'ai encore écouté hier soir sur une radio concurrente, une télévision concurrente, sur BFM, ouais. C'est une vision, celle de Madame Meloni. C'est-à-dire que Madame Maréchal fait croire qu'on peut être conservateur au sens large du terme, protecteur des frontières, protecteur du marché économique, protecteur de nos TPE-PME, tout en restant libéral, c'est-à-dire en croyant aux règles du marché et en collaborant avec les traités européens tels qu'ils ont été faits. Vous savez, différents piliers où la concurrence est au-dessus de tout, où le règne de l'argent est au-dessus de tout. On fait croire que le libéralisme est un objectif politique en soi. Donc cette vision de l'Union européenne qui fait croire qu'on peut protéger les Français tout en étant soumis aux règles de la mondialisation, ça n'existe pas. Donc Jordan Bardella, la première chose, c'est qu'il est constant dans nos positions. Si on veut protéger les frontières sur l'immigration, il faut aussi protéger le marché économique, il faut aussi mettre le politique avant la finance, et ça c'est une vision très différente des choses. Jordan Bardella, trop jeune pour la présidentielle de 2027 ? Non, mais la question ne se pose pas. Se pose pas. Pas trop jeune, en tout cas, pour gagner les élections européennes. Parce que, quand même, la réalité, la question ne se pose pas pour 2027. La question... non, mais ça, éclaircissez les choses. Au moins, ça sera clair. Marine Le Pen n'a pas être plus clair, parce qu'elle a dit qu'elle était aujourd'hui la candidate naturelle de son camp et que Jordan Bardella la soutient. La chance qu'on a, parce que, espèce d'opposition factice qu'on essaie d'imposer dans le débat, la réalité, c'est qu'on a la chance d'avoir deux personnalités nationales très populaires, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui sont perçus, moi je vois sur le terrain, dans ma circonscription de la Somme, comme un binôme qui fonctionne très bien, qui est populaire, c'est suffisamment rare pour être noté, et c'est une chance pour notre famille politique, et donc je pense que c'est une chance pour notre pays. Marine Le Pen et 26 autres personnes seront jugées à l'automne prochain, détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016, c'est un peu ce qui est arrivé à François Bayrou. Totalement même. Totalement même. On attend d'ailleurs le jugement en ce qui concerne François Bayrou le 5 février. Pour Marine Le Pen, c'est l'automne prochain. Le seul risque, c'est l'inéligibilité.
Non. Pour moi, il n'y a pas de risque, puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Alors, mais vous savez, il faut se souvenir, parce que vous suivez la politique depuis longtemps. François Bayrou, quand il a été, quand cette procédure a commencé, c'était le centre anti-système. Bon, les Insoumis, c'est la gauche anti-système. Nous sommes les nationaux anti-système. Donc moi, quand même, ce qui m'étonne dans toute cette procédure, c'est que les 3 partis qui étaient les plus critiques de la construction de l'Union européenne, notamment cette oligarchie qui avait été prise, et là c'est du flagrant délit, la main dans le pot de confiture, sur la corruption du Qatar, on en parle beaucoup moins. Ces 3 partis anti-système ont été donc suspectés par le système, puisque c'est le Parlement européen lui-même qui a mis en place cette procédure. Or, dans l'Union européenne, du fait que l'Union européenne n'est pas signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, le Parlement européen, les institutions européennes sont à la fois juges, parties et exécutrices des décisions. Donc on a imaginé en France que le gouvernement soit à la fois celui que Madame Borne voulait nous reprocher quelque chose, mais Madame Borne pourrait démarrer la procédure, mener l'enquête elle-même, faire le jugement et faire exécuter le jugement. Donc on est face vraiment à une institution totalement antidémocratique, et moi je m'étonne que la justice de mon pays, qui elle est démocratique, ait accepté de collaborer avec une institution qui ne respecte rien. Guerre en Ukraine. Entre l'Ukraine et la Russie. Aide de l'Union européenne à l'Ukraine, 50 milliards d'euros. Y êtes-vous opposé ? C'est-à-dire que le problème de l'aide à l'Ukraine, c'est que l'Ukraine étant un pays où la corruption est endémique, même si des progrès sérieux ont été faits, on n'est jamais sûr que l'argent aille bien là où il devrait aller exactement. Donc, moi, on a toujours pris le parti du gouvernement démocratique ukrainien contre l'agression russe. Nous avons soutenu les mesures d'aide défensive, les mesures d'aide financière. Tout ce qu'on veut, c'est que la France ne soit pas partie prenante et devienne belligérante dans cette affaire, puisqu'il est temps aussi que les pays européens reprennent leur destin en main, parce qu'aujourd'hui les négociations de paix, si elles existent encore, sont dans les mains de la Chine et de la Turquie, un peu des États-Unis, mais pas de l'Europe. Donc l'Europe est complètement dépossédée du destin du continent, du destin de 2 pays qui sont soit à sa frontière, soit dans sa zone géographique, et ça c'est intolérable. Les pays européens ne peuvent pas juste être les créditeurs de l'Ukraine, il faut être partie prenante dans les discussions de paix. Les présidentielles américaines approchent, c'est pour novembre prochain. Est-ce que vous soutenez Donald Trump ? Non, pas spécialement. C'est-à-dire mais je condamne, si vous voulez, je rentre pas dans une espèce de condamnation de la doctrine économique. Non, mais je finis. La doctrine économique de Trump, c'est-à-dire que Trump est beaucoup critiqué en France pour notamment, évidemment, ce qui s'est passé au Capitole et pour un certain nombre de positions sociétales et sur l'état de droit. Mais moi, ce qui m'étonne dans l'hypocrisie du débat dans les pays européens sur Trump, c'est qu'en fait, Joe Biden a repris toutes les mesures économiques, de protectionnisme économique de Trump. C'était ce genre de mesures qu'on pouvait évidemment soutenir, la réforme du marché commun avec le Canada et le Mexique, une vision offensive des investissements et la réindustrialisation. Tout ça a été repris par Joe Biden. Après, le personnage de Donald Trump, je crois que même ceux qui peuvent soutenir sa politique aux États-Unis soutiennent moins le personnage. Mais c'est les États-Unis qui vont décider. Bien, en ce qui concerne le Proche-Orient, 4000, j'ai vu ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai vu ça, 4185 Français sont engagés dans l'armée israélienne. Ça vous gêne ou pas ? Non, pas du tout. Ce sont sans doute des franco-israéliens. Des binationaux, oui. Des binationaux. Non, je sais, parce que la binationalité vous gêne. Non, c'est un des changements du programme de Marine Le Pen en 2022, c'est que la binationalité n'est plus un problème. La binationalité peut être un problème quand vous avez une nationalité de cœur qui n'est pas partagée avec la France. Quand vous êtes un délinquant. Quand vous êtes avec un franc, c'est que déjà ça pose problème puisque vous respectez pas les lois de votre pays, mais aussi si vous avez une nationalité pour résider dans un pays sans l'aimer, voire le combattre au fond de vous-même, c'est un problème. Jusqu'à preuve du contraire, les binationaux franco-israéliens sont souvent des patriotes des 2 côtés, donc j'ai pas de raison de la remettre en cause comme la plupart des binationaux. Par contre, quand effectivement vous êtes pris en flagrant délit de trahir la France, de ne pas aimer la France ou de n'avoir reçu une nationalité que pour des questions financières ou administratives, là le problème se pose. C'est le problème de l'automaticité, Mais pour les franco-israéliens, il y a rarement des acquisitions de nationalité au nom du droit du sol. Ce sont des Français qui ont transmis leur nationalité française à leurs enfants. Vous sentez la pression internationale sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou actuellement.
lui répond, nous allons continuer jusqu'au bout. Il a raison. Mais il a raison, bien sûr. Il a raison. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup même de gens avec, qui donnent beaucoup même de avec leçons. les violences des colons israéliens en Cisjordanie. Ça, c'est autre chose. Il y a deux c'est pas autre chose. Il y a deux choses C'est la même politique. Non, la lutte. Quand il y va au bout, je croyais, je pense ce qu'il disait, mais je connais pas la citation exacte, qu'il allait au bout contre le Hamas. Le fait qu'il faille surtout éradiquer. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais là, il faut pas confondre les deux. Oui. Il y a d'un côté la lutte contre une organisation terroriste barbare islamiste, le Hamas. Il faut aller évidemment au bout. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autre chose quand on a un gouvernement démocratique qui éradiquait le terrorisme islamiste. Par contre, de l'autre côté, qui est dans les territoires de Cisjordanie, des comportements inhumains, illégaux, contraires aux droits de l'homme et aux droits internationaux. Oui, c'est vrai, ça peut arriver aussi, notamment à Jérusalem. Des comportements, qui cherchent à progresser contre le droit international parce que les caméras et l'actualité médiatique est évidemment centrée sur le territoire de Gaza. Ça, c'est totalement anormal. D'ailleurs, je crois que tout le monde l'a condamné, aussi bien les États-Unis que la France. Tous les soutiens d'Israël ne sont pas d'accord pour confondre les deux, et il ne faut pas confondre les deux. Vous êtes pour une solution à 2 États ? Oui, c'est la position historique de la France et position et du Rassemblement de national et de Marine Le Pen. Bien. Dernière question. J'ai vu ce sondage à propos des immigrés en France, des musulmans. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des musulmans français, à propos des crimes du Hamas. Pas des crimes du Hamas, la question est précise, c'est pas à propos des crimes du Hamas, c'est à propos du soutien au Hamas. Comment regardez-vous ce résultat ? 19% des Français musulmans comprennent la position du Hamas. Vous regardez ça comme ça, ou vous regardez à l'inverse que 4 Français musulmans sur 5 ne soutiennent pas ? Non, mais heureusement encore qu'il y a 4 Français musulmans qui ne soutiennent pas optimiste, non ? Non, parce que 20% c'est énorme. C'est une minorité énorme, c'est une minorité intolérable. On devrait espérer, j'ai envie de dire dans l'absolu, 2 à 3% seulement, quand il peut y avoir malheureusement 2 à 3% de gens racistes, xénophobes, homophobes, misogynes. Bon, malheureusement, on doit toujours gérer ce genre de personnalités résiduelles. Là, c'est un mouvement malheureusement quand même assez important de Français de confession musulmane qui sont marginalisés par rapport à la France, à ses valeurs, à notre histoire. C'est aussi valable sur un autre sondage qui avait été publié la semaine d'avant, notamment chez les jeunes à l'école, où vous avez un tiers de mémoire des jeunes musulmans qui, comprennent au sens large qu'on puisse exécuter un enseignant parce qu'il a juste fait son métier d'enseignant. Des chiffres aussi très inquiétants sur la tolérance envers les droits des femmes, le droit nos compatriotes de confession juive, nos compatriotes homosexuels, voilà, sur l'ensemble des valeurs qui sont le socle de la France. Vous avez de plus en plus de nos compatriotes qui sont marginalisés et qui dérivent dans un islamisme ou une foi musulmane supérieure à la laïcité et à nos valeurs communes qui est inquiétante. Et la première des raisons, c'est évidemment la fragilisation de l'école. Pendant des décennies, ceux qui ont gouverné ont ouvert les plaies, ont cherché à appuyer sur les différences, à essentialiser les religions, plutôt qu'à créer du commun, à créer une identité française, à être fiers de l'histoire et des valeurs de la France. Donc nous payons aujourd'hui durement cette lourde erreur, et il y a un énorme travail, comme disait Marine Le Pen à la présidentielle, pour recoudre la société française, pour recréer du lien et pour démarginaliser nos compatriotes de confession musulmane qui ont toute leur place en France, mais encore faut-il rendre les conditions de cette place possibles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Jean-Philippe Tanguy, merci d'être venu nous voir. Il est 8h57, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez évidemment. 0826 300 300, juste après la pub. Beaucoup de choses, on a beaucoup parlé de Noël, de ce que vous allez faire à Noël, vous allez nous raconter tout ça. Je suis impatient, à tout de suite.